Donc moi, je vais vous parler de l'ultra grand champ et de l'OCTA dans le diabète. Donc tout d'abord, l'ultra grand champ. Donc qu'est-ce qu'on entend par ultra grand champ? Vous connaissez tous les rétinographes standards qui explorent la rétine sur 50 à 55 degrés. La combinaison de ces clichés nous permet de voir en moyenne entre 80 et 120 degrés en fonction des clichés qu'on va multiplier en périphérie. Alors ceci a des inconvénients. Chez un patient diabétique, l'acquisition est lente puisqu'on veut explorer la périphérie, on est obligé de multiplier les clichés. Ça demande une coopération du patient qui n'est pas toujours facile à obtenir chez les patients diabétiques, d'autant plus qu'ils ont une mauvaise dilatation, ce qui complique les choses. Et il faut superposer des images en périphérie lorsqu'on fait une angiographie, par exemple, qui sont à des temps angiographiques différents, ce qui peut parfois être compliqué dans l'interprétation. Alors l'alternative, c'est de disposer évidemment d'un système qui nous permet de voir tout dans un même temps angiographique, en un seul cliché. Donc ceci, on en dispose grâce à l'imagerie ultra grand champ désormais, qui nous permet en un seul cliché d'avoir une image unique, un temps angiographique unique, et puis de voir beaucoup plus loin en périphérie. Alors, on ne voit pas très bien parce que c'est un peu noir, mais en fait ici, c'est 7 champs ETDRS à différents temps angiographiques qui sont combinés sur une mosaïque. Et vous voyez que chez ce même patient, en fait, lorsqu'on fait lorsqu'on propose une image complète de l'ultra grand champ à un temps angiographique unique, on peut mettre en évidence des néovaisseaux, puisque ici, il y avait un néovaisseau qui est dans le champ des 7 champs ETDRS, mais qu'on ne voyait pas parce qu'on était à un temps angiographique trop précoce. Alors, on sait que grâce à l'ultra grand champ, désormais, on voit des lésions périphériques qui sont situées en dehors des 7 champs ETDRS qu'on ne voyait pas auparavant. Alors, qu'en faire? Eh bien, il y a actuellement des études qui montrent que ces lésions existent dans 30 à 45% des cas et qu'elles modifieraient la stadification de la rétinopathie diabétique d'environ 10% des cas pour un stade plus grave. Donc ici, par exemple, c'est un patient qui présente une rétinopathie diabétique non proliférante sévère avec des zones d'ischémie qui sont entourées en rouge. Si on s'intéresse à la périphérie, eh bien, il n'y a rien de plus comme élément en périphérie qui fait changer le stade de la rétinopathie diabétique. Mais un autre patient ici, qui a à peu près les mêmes zones d'ischémie, voire moins sur les 7 champs ETDRS, lorsqu'on examine la périphérie, eh bien, on voit qu'on a une néovascularisation pré-rétinienne diffuse avec de larges zones d'ischémie. Donc, il y a quand même une question qui se pose, enfin il y en a deux déjà, que le DRCRNet s'est posé avant nous. Mais au cours du protocole AA, qui est en cours de conduction par le DRCRNet aux États-Unis, sur 800 patients et une observation de 4 années, il tente de répondre à deux questions. Alors la première question, c'est de savoir déjà si en termes de stadification de la rétinopathie diabétique, l'ultra grand champ et les 7 champs ETDRS classiques sont équivalents. Donc pour répondre à cette question, en fait, ils ont comparé les 7 champs ici classiques qu'on connaît, à l'équivalent des 7 champs sur le cliché ultra grand champ. Et donc les résultats qui ont été présentés à la dernière American Academy montrent que dans 96% des cas, les lecteurs retrouvent un même stade de rétinopathie diabétique en utilisant l'un ou l'autre des clichés, voire un seul stade de différence. Donc il conclut au fait qu'on peut utiliser l'ultra grand champ pour le diagnostic du stade de la rétinopathie diabétique. La deuxième question qui est posée, c'est la question vraiment qui nous intéresse, c'est est-ce que ces lésions périphériques, est-ce que les néovaisseaux qu'on voit en périphérie modifient le pronostic des patients? Puisque finalement, est-ce que si on voit des néovaisseaux en périphérie, c'est un patient qui va aller beaucoup plus mal dans les années à venir? Ça, malheureusement, on ne le sait pas encore. Mais cette étude devrait répondre à cette question, puisqu'on avait déjà 40% des patients qui présentaient des lésions périphériques en dehors des 7 champs ETDRS et un stade plus grave dans près de 10% des cas. Donc, dans 4 ans, je viendrai peut-être vous présenter les résultats. Donc, voici quelques exemples ici d'un patient qui présentait une rétinopathie diabétique. Alors, malheureusement, avec la lumière, on ne voit pas très bien, mais au bout des flèches, vous avez des néovaisseaux. C'est assez dommage. Alors, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir combiner en ultra grand champ soit un filtre vert, soit une image ici en autofluorescence qui permet de voir mieux les contrastes, de zoomer, de voir mieux les contrastes et de mettre en évidence les néovaisseaux pré-rétiniens si vous présentez vos cas sur un projecteur et qu'il n'y a pas il y a trop de lumière et que vous ne pouvez pas les voir. Alors, l'angiographie à la fluorescéine également, je trouve
moi personnellement, dans mon expérience, que depuis qu'on a l'ultra grand champ, on fait plus d'angiographie à la fluorescéine. Alors, il y a 2 raisons à cela. Déjà, parce que c'est beaucoup plus facile. Ça donne de très belles images, c'est beaucoup plus facile à réaliser en pratique puisque les patients peu dilatés, on a quand même de belles images, puis c'est beaucoup plus rapide. Et l'autre raison aussi, c'est que les patients qui sont traités pour des œdèmes maculaires souvent sous anti-VEGF, eh bien vous savez que les anti-VEGF font régresser les néovaisseaux et que du coup pour surveiller l'ischémie, eh bien on est obligé de faire des angiographies. Donc on s'intéresse plus, on a beaucoup plus d'angiographies dans notre pratique actuellement. Et vous voyez que on a des patients dans notre pratique quotidienne pour lesquels les néovaisseaux sont plutôt prédominant en périphérie, en dehors de ces 7 champs ETDRS. Donc ce n'est pas un cas particulier, un seul cas dans la littérature, c'est des cas des patients de tous les jours qui ont des néovaisseaux en périphérie. Et donc la question est, que doit-on faire? Est-ce qu'on les traite? Est-ce qu'on ne les traite pas? Alors moi personnellement, je les traite quand je vois des néovaisseaux, mais on en saura plus avec le résultat du protocole AA. Alors il ne faut pas oublier quelques éléments. Le premier, c'est que le cliché ultra grand champ correspond à l'aplatissement d'une sphère. Donc on va avoir des distorsions en périphérie, c'est ce qu'on appelle l'effet Groenland. Et donc du coup, les lésions qui nous paraissent énormes en périphérie ne le sont pas forcément. Elles sont agrandies par leur localisation en périphérie et à l'aplanissement. Donc ça, c'est important de l'avoir en mémoire. Ces gros néovaisseaux, ils ne sont pas forcément si gros. Deuxièmement, il y a des anomalies vasculaires périphériques qui sont normales en fait. C'est vrai que il y a quelques années, quand les gens faisaient beaucoup d'examens au verre à 3 miroirs, on n'avait pas encore l'ultra grand champ, donc on était obligé de faire des examens au verre à 3 miroirs régulièrement. On connaissait mieux ces anomalies périphériques. Mais nous, qui en faisons beaucoup moins, on n'a pas l'habitude de voir ces anomalies périphériques-là. Et en fait, il faut connaître l'anatomie vasculaire périphérique pour ne pas prendre à tort des variantes de la normalité pour des anomalies. Et donc, en périphérie, il y a des vaisseaux qui croisent leur raphet médian, il y a des vaisseaux qui forment des angles droits, et il y a des réseaux terminaux avec des zones sans vaisseaux. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. Alors, c'est complètement flou, mais c'est une capture d'écran qui vous montre qu'en fait, en haut, vous avez pas mal d'outils qui vous permettent d'analyser de façon plus fine les images. Notamment, je vous en avais mis un, mais je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Ici, vous avez une loupe intelligente qui vous permet de zoomer sur une zone précise et d'appliquer un filtre, celui que vous voulez, qui vous permet de mettre en évidence quelque chose que vous voulez voir. Donc, par exemple, ici, un néovaisseau que vous voyez mieux après avoir appliqué un filtre vert. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il est ici. Voilà, ici le néovaisseau qui ressort par contraste alors qu'on ne le voyait pas du tout sur le cliché couleur. Donc également le filtre vert qui est très facile à utiliser sur l'imagerie grand champ qui permet après zoom, de mettre en évidence les anomalies vasculaires beaucoup plus facilement ici. Donc pour ce qui est de l'imagerie ultra grand champ, eh bien, elle permet une exploration exhaustive de l'ensemble de la rétine, de la macula jusqu'à la périphérie. Évidemment, je vous l'ai dit, c'est un gain de temps pour examiner la périphérie, parce qu'on n'est pas obligé de multiplier les clichés. En un seul cliché, on arrive à voir toute la périphérie. On a un regain d'intérêt pour l'angiographie, parce que c'est beaucoup plus facile, surtout dans les pathologies vasculaires, où avant on perdait beaucoup de temps à multiplier les clichés sur les 2 yeux. Maintenant, c'est beaucoup plus simple, et notamment la rétinopathie diabétique, où ça a un grand intérêt. Alors, les lésions périphériques, je vous en ai parlé, on les voit d'autant mieux, et donc elles sont en cours d'évaluation pour ce qui est du pronostic de la rétinopathie diabétique. Alors, la supériorité par rapport au rétinographe standard reste encore à prouver dans la détermination du pronostic chez les patients qui sont atteints de rétinopathie diabétique, mais c'est en cours. Alors, le deuxième volet, je voulais vous parler de l'OCTA dans le diabète. Alors, les segmentations qui vont nous intéresser, ça va être plutôt au niveau de la rétine, le plexus rétinien superficiel et profond. Et donc, ça va nous permettre de visualiser des anomalies vasculaires qu'on voyait auparavant en angiographie à la fluorescéine. Ici, voilà, je vous ai mis l'angiographie à la fluorescéine à gauche et l'OCTA à droite. Vous voyez que l'AMIR, on le visualise très très bien en OCTA. On le voit même d'autant mieux parce qu'il y a un contraste qui est supérieur et on n'est pas limité. Si jamais on avait un problème de diffusion sur l'angiographie, ça nous permet de le voir d'autant mieux sur l'OCTA. Alors les microanévrismes, on les voit également sur l'OCTA, mais ils sont moins nombreux. On voit environ 60% uniquement des microanévrismes en OCTA, parce que c'est une question de flux, de rapidité de flux, qui ne peut pas être détectée par l'OCTA. On les voit également au niveau du plexus profond ici.
Et au niveau du plexus profond, on peut également noter des raréfactions capillaires, on en reparlera un petit peu plus tard, qui affectent préférentiellement le plexus profond, mais qui peuvent également affecter le plexus superficiel. Comme ici, vous voyez, raréfaction vasculaire, raréfaction, on voit plus d'images de flux au niveau du plexus superficiel et profond. Et également, on peut, sur ces clichés, mieux visualiser les limites de la zone avasculaire centrale. On est souvent gêné en angiographie à la fluorescéine chez des patients qui ont parfois des œdèmes maculaires pour visualiser la zone avasculaire centrale. Et grâce à l'OCTA et à l'absence de diffusion de fluorescéine, on peut le mesurer de façon plus facile. Également, on peut voir des néovaisseaux prérétiniens. Alors tout à l'heure, tu me parlais de néovaisseaux. Bah là, les néovaisseaux prérétiniens, c'est encore différent. Et donc, pour les mettre en évidence, il va falloir avoir, donc c'est un néovaisseau ici qui est prépapillaire, donc on le voit ici sur l'OCT BSCAN, donc vous le voyez, il est vraiment en avant du plan de la rétine ici, donc il faut avoir une segmentation qui est très antérieure et très épaisse, ici, pour pouvoir visualiser le néovaisseau dans son ensemble. Alors, ce qui est intéressant quand on parle d'ultra grand champ et d'OCTA, c'est qu'on va pouvoir combiner les deux. Et c'est ça l'intérêt, parce que bien sûr, il y en a un qui va vous montrer mieux la périphérie et l'autre qui va nous montrer mieux la macula. Ici, c'est l'exemple d'un patient qui venait pour un dépistage de rétinopathie diabétique. Donc, bon, on voit qu'avec un cliché traditionnel, on a quand même du mal à évaluer sa rétinopathie diabétique. À droite, on ne comprend pas trop bien pourquoi, il y a un trouble des milieux. Et à gauche, on suspecte déjà fortement un néovaisseau prérétinien. Si vous aviez une bonne visualisation, vous pourriez bien le voir. Alors déjà, quand on fait un cliché en ultra grand champ, ici, vous voyez, on voit déjà de la fibrose prérétinienne associée à un voile néovasculaire prérétinien. Donc c'est un patient qui déjà présente des néovaisseaux prérétiniens et le trouble des milieux que vous voyez, en fait, c'est une hémorragie intravitréenne. Donc ce patient à droite présente une hémorragie intravitréenne et alors l'angio qui passe pas bien du tout avec la lumière montre un voile néovasculaire ici prérétinien avec la fluorescéine qui diffuse. Alors de l'autre côté on voit encore moins. C'est dommage. Ouais. Donc il y a plein de néovaisseaux partout. Et donc là, alors on le voit très bien en OCTA pour le coup. Donc là c'était pour vous montrer les beaux néovaisseaux qu'on voyait en OCTA, mais il n'y a pas un grand intérêt pour faire le diagnostic des néovaisseaux parce qu'on les voit très bien déjà sur les clichés couleurs ou sur les clichés angiographiques. Mais surtout, voilà, l'angiographie on voit un petit peu mieux. Alors vous voyez toutes les anomalies veineuses, les néovaisseaux. Enfin, ce patient il était assez gratiné. Magnifique, c'est grand champ. Ouais, c'est magnifique. Une image, on a... Voilà, donc là c'est magnifique. Alors mais par contre vous voyez que quand on zoome et qu'on veut étudier la macula, donc là l'image est particulièrement mauvaise en projection, mais on n'a pas des résultats qui nous permettent d'évaluer la maculopathie ischémique à proprement parler. Parce que c'est vraiment... tous les grands champs. Alors moi je ne l'expérience que de l'optos en pratique courante. Probablement qu'avec les autres c'est peut-être un peu mieux. Avec les autres, j'ai essayé là sur le Clarus, si on avait une résolution qui était pareille. Bon, d'abord, le Clarus ne fait pas. Voilà, le Clarus ne fait pas d'angio. Et pour avoir le champ de l'optos, il faut 2 photos. Oui, non mais d'accord. Je dis en termes de résolution. On peut zoomer sur l'optos. Est-ce que le zoom fait perdre de la qualité d'image sur le Clarus? Pas plus que sur l'optos. Non mais donc on en perd. C'est ça la question. Ah bah obligatoirement, de toute façon, n'importe quel système, à zoome, partir du moment où tu zoomes, tu perds alors, la qualité c'est d'image, mais tu vois c'est quand même mieux une les image lésions. qui est de bonne qualité, même quand on zoome. Hein. Mais c'est vrai que pour les choses assez fines, l'étude fine de la maille capillaire, maculaire, bon voilà, quand on va zoomer beaucoup sur l'optos, on va avoir, enfin ça va pas être parfait. Et c'est là, qu'en combinant les deux, avec l'OCT angiographie, on peut avoir une analyse un peu plus fine et donc on peut analyser le plexus superficiel et avec le plexus profond ici en vert, analyser les deux, voilà, faire tout ce qu'on veut et la combinaison des deux va nous permettre justement une analyse plus complète. Moi, je voulais juste te poser une question, mais qui dans la pratique, parce qu'on a eu l'optos, le californien, donc on a essayé de faire des angios. Oui. Est-ce qu'une dose simple, les 5 ml de fluo, ça suffit pour avoir des images comme ça? Parce que nous, on a été très déçus sur la qualité de l'angio. Alors, nous, on injecte 5 ml. Et par contre, il faut, en fonction du patient, modifier l'intensité. Et tu peux même, a posteriori, retravailler tes images.
en modifiant, parce que parfois elles sont un peu trop blanches. Les patients qu'on a passés, on n'a jamais eu cette efflorescence de néovaisseau. Ouais. Mais si tu veux, on voyait finalement pas très bien s'il y avait une ischémie en périphérique. On les voyait mieux sur les fameux champs classiques de l'angio, en fait. Alors nous, on a des résultats qui sont vraiment très, très bons dans nos patients, qui sont meilleurs que les angiographies obtenues avec notre angiographe précédent standard. Mais par contre, on est parfois obligé de les retravailler parce qu'en fonction de la lumière qui a été administrée, parfois c'est un petit peu trop... Il y a trop de lumière et on est obligé de retravailler les images. Mais en les retravaillant, on arrive à avoir des images de qualité. Donc peut-être qu'à posteriori, tu pourrais retravailler les images. Je suis surtout gênée sur l'hypo, en fait. Ah. Sur la présence de l'ischémie. Ouais, les néovaisseaux, on les voit super bien. Mais quand il y a vraiment une ischémie, je trouve... pour l'instant, j'avoue que j'ai un peu de mal à analyser. Bon, là, on a simplement un grand champ en couleur, mais quand on a eu le californien, je trouvais qu'on ne voyait pas... Parce qu'on a passé les patients... bon, alors, évidemment, ce n'est pas le même temps. Parce qu'entre le moment où on démarre une angio et où on le passe sur l'autre machine, il s'est passé 2 minutes. Alors peut-être que parce que c'était peut-être un peu tardif aussi, mais en tout cas des clichés assez initiaux, on arrive à voir très bien les zones d'ischémie. Ouais. D'accord, parce que c'est un peu ça qui me gênait. Je pense qu'il faut, c'est soit une question de réglage, soit un temps angiographique qui est un peu tardif, en effet, mais on peut en tout cas avoir de belles images. Donc ici, l'OCTA va nous permettre d'analyser la macula et donc de faire, bien sûr, on fait le diagnostic sur l'OCTB scan d'œdème maculaire et on voit que les logettes sont localisées principalement au niveau du plexus vasculaire profond. Alors on peut s'aider aussi pour le diagnostic de logette versus raréfaction capillaire de la superposition avec l'OCT en face qui permet donc de faire le diagnostic des logettes. Alors, donc maintenant, que peut nous apporter l'OCTA chez les patients diabétiques? Alors, à mon avis, 3 choses que l'OCTA peut nous apporter. Déjà, sur le plan fonctionnel, l'analyse de la perfusion maculaire, est-ce qu'elle peut avoir une influence? Est-ce qu'elle peut être un indicateur du degré d'acuité visuelle du patient? Donc ça, je vais vous montrer ce qu'on a un petit peu dans la littérature sur ce plan-là. La deuxième question, c'était sur le plan thérapeutique. Est-ce qu'on a des éléments qui nous permettent en OCTA d'avoir des indications sur des facteurs prédictifs en fait, qui nous donneraient des renseignements sur la réponse au traitement anti-VEGF dans les œdèmes maculaires diabétiques? Et enfin, sur le plan évolutif, est-ce que l'OCTA peut nous donner des indices qui seraient en rapport avec l'évolution de la rétinopathie diabétique périphérique? Alors déjà, quelles sont les données qu'on va pouvoir ressortir d'un OCTA? Vous les connaissez déjà, mais juste pour vous les rappeler, bien sûr, la densité vasculaire et l'élargissement de la zone avasculaire centrale. Donc en gros, c'est les 2 données que les études vont corréler à tout ce que je vous ai cité auparavant. Alors, voilà, ici, la zone avasculaire centrale. Donc on peut obtenir une mesure automatique de la zone avasculaire centrale en fonction des appareils. Et on connaît dans la littérature la normalité de la zone avasculaire centrale. Donc on va pouvoir comparer à cela. La densité vasculaire, on va pouvoir la déterminer au centre, donc au niveau fovéolaire, vous avez les mesures ici, ou bien une zone plus large du pôle postérieur, ou bien dans n'importe quel cadran du pôle postérieur, on va pouvoir déterminer la densité vasculaire. Alors, quelle est la valeur prédictive de tous ces indices? Donc d'abord, on va parler de la relation entre la densité vasculaire et l'acuité visuelle. Donc pourquoi y aurait-il un rapport entre la densité vasculaire et l'acuité visuelle? Eh bien parce qu'on sait que les photorécepteurs sont localisés au niveau de la rétine externe. Il n'y a pas de vascularisation directe, mais c'est une diffusion d'oxygène qui va se faire soit des couches de la vascularisation rétinienne externe, soit depuis la choroïde. Et donc on sait que cette répartition qui est plus importante en provenance de la choroïde va être modifiée quand il va exister une ischémie rétinienne. Donc c'est ça un peu qui va sous-tendre l'hypothèse qu'il peut y avoir un rapport entre une modification vasculaire au niveau des couches rétiniennes et une modification de l'acuité visuelle. Alors, est-ce qu'il existe une corrélation entre ces 2 phénomènes? Eh bien, il y a quelques études qui s'y sont intéressées. Une première étude ici qui montrait qu'il y avait une corrélation modérée entre le degré d'acuité visuelle et le degré de perte de densité vasculaire. Et vous voyez que dans cette étude, en fait, ils ont cherché à corréler de façon linéaire les 2 facteurs, c'est-à-dire vraiment rechercher une relation linéaire entre l'acuité visuelle et la perte de densité capillaire. Ça n'existe pas.
Alors, une deuxième étude qui vient juste d'être publiée par l'équipe de Lariboisière, donc c'est Bénédicte Dupas, qui a, elle, regardé les sujets contrôle, les sujets diabétiques qui avaient ou non une baisse d'acuité visuelle. Donc, elle a mis un cut-off en termes d'acuité visuelle. Ce sont des diabétiques de type 1, donc il n'y avait pas forcément d'œdème maculaire. Et donc, elle a regardé s'il y avait une corrélation entre la perfusion, entre la densité vasculaire en OCTA et l'acuité visuelle. Et elle trouve, les résultats sont ici, donc ici les patients contrôle, ici les patients diabétiques avec une acuité visuelle normale et les patients diabétiques avec une acuité visuelle diminuée. Et donc, elle trouve vraiment qu'il y a une différence significative, donc ça a été publié dans le JAMA, donc c'est une excellente revue, qui a vraiment une différence significative entre les patients qui ont une bonne et une mauvaise acuité visuelle et que la vision est corrélée à la densité vasculaire. Donc il y a vraiment un seuil d'acuité visuelle en dessous duquel, un seuil de densité vasculaire en dessous duquel l'acuité visuelle passe en dessous de ce qui est correct. Il a été calculé à peu près ce cut-off? Alors, c'est pas bien clair, mais en tout cas, ce cut-off de densité vasculaire, ouais. Ah oui, pardon, il se situe à ce niveau-là, tu vois. On est entre 30 et 40%. 30 et 40%. Tu vois, les patients qui ont... Très abaissé quand voilà. même, entre 30 et 40%, c'est déjà... Oui, parce que là, on a la médiane des patients qui ont une baisse d'acuité visuelle, et ici, tu vois, au-dessus de 40, la médiane est à 40, parce que presque la norme, 5. c'est autour de 40... ouais. 46 à 50. Les contrôles sont à 50 là. Ouais, c'est ça, 50%. Contrôle à 50. Ouais. Les patients diabétiques avec une acuité visuelle normale, la médiane elle est à 45. Et les patients qui ont une acuité visuelle abaissée, la médiane est à 36, 37. Ouais. Alors ils ont classé acuité visuelle normale et anormale. Voilà. Mais encore une fois, ce n'était pas forcément des patients qui avaient un œdème maculaire. Et le stade de rétinopathie alors le stade de rétinopathie, on va en parler après. Alors, Catherine Favard demandait le stade de rétinopathie. Est-ce que c'était des patients qui avaient une ischémie associée à une rétinopathie? Alors, c'est des patients qui avaient une rétinopathie diabétique qui étaient suivis dans le service pour une rétinopathie diabétique qui avait été importante. Et en fait, l'idée de leur étude, c'était de savoir pourquoi ces patients qui avaient une rétinopathie diabétique avancée perdaient en acuité visuelle sans avoir forcément d'anomalie maculaire évidente. En angio. En angio. Alors, donc l'impact de la perfusion maculaire sur l'acuité visuelle, on l'a vu, il est donc fortement probable. Après, la question du seuil, eh bien, on l'a vu, il n'y a pas un seuil qui est fixe à dire quand on passe en dessous de 40%, on perd en acuité visuelle. Mais en tout cas, on sait qu'il y a une notion, il y a un cut-off quelque part qui se situe, où quand on passe en dessous de ce cut-off de densité vasculaire, eh bien, on sait qu'on ne va pas pouvoir récupérer une acuité visuelle qui sera excellente. Alors ensuite, la densité vasculaire maculaire est-elle prédictive de la réponse au traitement? Alors, pourquoi c'est important de chercher des facteurs prédictifs? Parce que c'est des indices de réponse ou de non-réponse au traitement anti-VEGF. Donc c'est très important dans la prise en charge personnalisée du patient, comme tu le disais tout à l'heure, de pouvoir lui dire vous avez quand même un espoir de bien récupérer en vision, et vous, malheureusement, on va faire tout ce qu'on peut pour sauver votre vision, mais on ne va pas pouvoir récupérer 10/10. Donc il y a un article intéressant qui s'est intéressé donc à la densité vasculaire du plexus superficiel et profond et qui retrouve que principalement la densité vasculaire au niveau du plexus profond serait un facteur prédictif de réponse au traitement anti-VEGF. Et ça, c'est assez logique puisque finalement, la diminution de la densité vasculaire au niveau du plexus profond, elle est quand même pas mal corrélée aux anomalies des couches internes de la rétine. Et on sait que les anomalies des couches internes, les fameux drills, la désorganisation des couches internes de la rétine, sont des facteurs prédictifs de la réponse au traitement. Donc, les drills ne sont pas toujours faciles à évaluer, mais la densité vasculaire, maintenant, avec les logiciels qu'on a sur nos OCT, apparaît de façon assez automatique. Donc ça aussi, ça pourrait être un indicateur, principalement au niveau des couches profondes, de la possibilité de récupération et de réponse sous traitement anti-VEGF. Donc voilà, à confirmer par d'autres études, mais en tout cas, c'est, à mon avis, un élément intéressant. Donc peut-être à confirmer par d'autres études pour OCTA et sensibilité au traitement. Enfin, le dernier volet, c'est peut-on prédire la progression de la rétinopathie diabétique avec l'OCTA et avec l'analyse de la densité vasculaire maculaire? Alors, il y a plusieurs études qui se sont intéressées à ce sujet et qui vont toutes un petit peu dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation significative entre la progression de la rétinopathie diabétique et la diminution de la taille de la zone avasculaire centrale et les indices de perfusion. Alors, je m'explique.
ici, par exemple, un de ces articles qui classe les patients en fonction de leur stade de rétinopathie diabétique. Et vous voyez que plus la rétinopathie diabétique évolue et plus la densité vasculaire diminue. Et donc ça va être retrouvé, cette corrélation négative est retrouvée dans d'autres études. Ici, une autre étude, patient contrôle, rétinopathie diabétique minime, non proliférante et proliférante. Et vous voyez qu'à chaque fois, le degré de densité vasculaire maculaire diminue avec le stade de rétinopathie diabétique. Donc toutes les études s'accordent à dire qu'il y a une corrélation entre la densité vasculaire maculaire et la progression de la rétinopathie diabétique. Ici, l'étude la plus récente qui a été publiée donc, en avril 2018 et qui, encore une fois, donc, cette fois, distingue les trois plans, donc le plexus superficiel rétinien, moyen et profond. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a une corrélation entre la perte de densité vasculaire et le stade avancé de la rétinopathie diabétique. Et donc, évidemment, donc la corrélation est inverse entre ces deux éléments et une corrélation positive entre le degré de non-perfusion, d'absence de flux en OCTA et l'avancée du stade de rétinopathie diabétique. Donc, y a-t-il une valeur prédictive de l'OCTA dans l'évolution de la rétinopathie diabétique? Oui, potentiellement. Hein. Vraiment, là, toutes les études vont dans le même sens. Donc, à ce jour, on n'a pas d'études qui nous montrent spécifiquement, qui a étudié spécifiquement qu'il existait un seuil à partir duquel, c'est un peu le problème en fait pour tout ce que je vous ai montré auparavant, c'est qu'on sait qu'il y a quelque chose, on sait qu'il y a un lien, mais on ne connaît pas le seuil à partir duquel on peut dire, bah là, voilà, il y a vraiment un fort risque de prolifération en périphérie quand on a ce seuil de densité vasculaire, ou bien là, ce patient, voilà, il atteint ce seuil de densité vasculaire, bien lui, il a une acuité visuelle qui va être mauvaise. Donc c'est ça qui nous manque en fait dans la pratique. Donc en conclusion, la valeur pronostique de l'OCTA dans la rétinopathie diabétique n'est pas encore clairement établie, mais à mon avis, des trois éléments que je vous ai cités, c'est-à-dire l'aspect fonctionnel, la corrélation avec la rétinopathie diabétique ou l'aspect facteur prédictif, à mon avis, c'est quand même le domaine où c'est le plus avancé et où on peut vraiment, à mon avis, croire dans les résultats de la littérature. Voilà. Merci beaucoup Audrey, c'était magnifique. Aussi bien sur la partie ultra grand champ que sur la partie OCT. Est-ce que des questions, Catherine? Attends, je te passe le micro, il faut parler le micro juste en dessous pour que ça soit enregistré dans le film. Oui, et vous avez une étude passionnante en cours sur la quantification de l'ischémie rétinienne en confrontant Optos et angio-OCT grand champ. Et ça, c'est alors ça, c'est Lariboisière. Nous, on a une étude qui s'intéresse à l'effet des anti-VEGF sur l'ischémie périphérique en grand champ. En grand champ. Ouais. Et c'est à Lariboisière, ils sont en train d'étudier le grand champ en OCTA. Ouais. Exactement. Angio-OCT. Tout à fait. Donc, c'est passionnant. Ça permet de quantifier maintenant l'ischémie et la réponse. Ouais. Et de voir si vraiment ce qu'on voit, les zones noires qu'on voit en angiographie à la fluorescence, en fluorescéine, correspondent vraiment à des zones d'ischémie ou est-ce qu'on est perturbé par l'absence de diffusion à partir des parois vasculaires sous anti-VEGF? Oui. Donc ils vont pouvoir répondre à cette question. Il y a quand même un problème technique avec les enjeux grand champ. L'Optos, c'est d'arriver à des temps suffisamment précoces pour ne pas être gêné par les diffusions. Exactement. Bien sûr. Mais c'est passionnant ces quantifications. C'est vrai, ces enjeux grand champ sont vraiment très belles et très, très intéressants. Et pas que dans le diabète. J'ai moins utilisé l'Optos, mais avec le Spectralis, on a la possibilité de faire sur les temps précoces un 30 degrés, puis de passer au 57 degrés, donc moyenne périphérie, puis ultra grand champ. Moi, je réinjecte un petit. Ah oui. Pour avoir à combien de temps tu réinjectes? Mon bel ultra grand champ. Quand j'ai pas une belle définition, je réinjecte. Et comme ça me permet d'avoir, sans avoir de perte de résolution, la maille et les lésions maculaires très fines sur les temps précoces. Et après, alors c'est vrai, ça fait une manipulation, mais bon, ça permet d'avoir de belles images. C'est quelque chose dont j'ai l'habitude de me servir, et donc je sais pas à toi Claire si. Moi aussi. Surtout que les infirmières, elles ont souvent peur d'injecter, je ne sais pas pourquoi à la fondation, donc elles nous injectent souvent un CC. Donc, donc souvent je leur demande d'injecter. Un petit peu en plus. Voilà. Monsieur Catoy. C'est peut-être le problème que soulevait du coup Catherine tout à l'heure. Si elle change de machine, ça peut... Audrey, pareil, est-ce que tu voudras bien faire un agramag?
Donc, avec plaisir. Ultra-grand-champ et au CTA, hein, parce que... Les deux sont complémentaires. Les deux, et puis comme ça, avec un peu d'interactivité. Ça marche, avec plaisir.